Voilà. Donc l'ATP, en fait, le but, c'est vraiment que vous compreniez After, comprendre comment il fonctionne, pour qu'ensuite vous puissiez bidouiller vous-même. Moi, mon but, c'est que à la fin de l'ATP, vous puissiez regarder un tuto d'After et que vous compreniez et que vous puissiez refaire l'effet que vous vouliez, quoi. Parce qu'on va pas pouvoir faire tous les effets et passer tout en revue, mais il faut vraiment comprendre comment marche le logiciel. Oui, dans les questionnaires, j'ai lu que certains pratiquaient parfois la suite Adobe et d'autres pas du tout. C'est sûr que si vous avez vu un peu Première avant, c'est bien parce qu'il y a quand même des choses similaires comme les paramètres dans les petites flèches qu'il faut ouvrir ou les choses comme ça. Donc c'est pour ça que je vous avais mis en vidéo pour ce matin, pour ceux qui avaient le temps, des tutos que j'avais fait sur Première pour les bases de Première. C'est toujours pas mal d'avoir déjà ce logiciel en tête. Donc ceux qui n'ont pas vu les vidéos de ce matin, vous pouvez toujours les voir là après. Puisque bon, l'idée là, c'est qu'on fasse ça jusqu'à 16h30 et qu'ensuite vous puissiez voir les liens que je vous donne et vous allez avoir du travail, de toute façon, pour demain. En fait, au fur et à mesure, vous allez avoir des étapes que vous pourrez me rendre voilà, dans la matinée. La matinée, en général, je peux répondre aux questions, mais bon, comme chez mes enfants, c'est un peu complexe, donc je peux pas être en direct, mais je peux répondre avec le clavier. Voilà. Donc en fait, la première chose qui est importante à savoir, c'est pour ça que j'ai fait un dossier là, c'est que donc After, c'est donc un logiciel de compositing. C'est un logiciel de compositing, donc c'est la première partie de la post-production. Ça veut dire que c'est ce qui se passe avant le montage. Le compositing, c'est ce qui permet de vraiment finir l'image en elle-même. Ça veut dire que si vous avez effectivement tourné quelque chose, vous voulez rajouter un effet, vous voulez peut-être recadrer, vous avez tourné en 4K, puis en fait votre film est plutôt en HD, vous pouvez avoir de la latitude pour recadrer. Vous allez modifier peut-être les courbes, la lumière, la couleur, faire des effets, enfin recontraster, etc. Donc le fait de finir l'image vraiment, ça effectivement c'est du compositing. Donc effectivement moi qui fais de l'animation, le compositing c'est encore plus important puisque on fait le décor séparément, des personnages séparément du FX, etc. Et on va tout assembler en fait, voilà, pour finir le pan, tout assembler dans After. Donc effectivement, c'est ce qui arrive avant le montage où au montage, on a tous nos plans, on les met bout à bout sur une bande son. After, on peut importer du son dedans, mais c'est vraiment pas fait pour. Vous allez voir la timeline, etc. Elle est pensée que pour l'image. Donc là, After, pour moi, il est ici. Bon déjà, voilà, j'allais dire, hein, forcément, il va y avoir un bug. Il y a toujours des bugs. Alors je vais voir, ça serait, faut que je relance mon ordi. Non, c'est bon, il veut se lancer. Donc voilà, donc je lance After. Donc After, il va se lancer sans nous demander quoi que ce soit au début. Alors bien sûr, ouais, voilà. Normalement, je l'ouvre, il est vierge. Je pense qu'il y a quand même voilà, généralement il y a une fenêtre d'accueil qui me demande nouveaux projets, etc. Donc là, je vais juste éteindre cette fenêtre d'accueil. Parce que ça, c'est important. En fait, comme After, c'est un logiciel de compositing et qu'on peut vraiment importer dedans n'importe quoi. Ça veut dire que je peux importer effectivement un rush vidéo, qu'importe la caméra avec laquelle je l'ai enregistré. Je peux importer un JPEG, un PSD, une suite d'images, des photos. Enfin, je peux importer plein d'éléments, des éléments qui me permettent de faire un plan animé ou de finir un plan final en vidéo. Donc, il n'est pas comme Premiere ou les logiciels de montage à me demander tout de suite quel est mon réceptacle, quels sont mes paramètres vidéo. Puisque là, je peux importer n'importe quoi, qu'importe. Donc, effectivement, là, j'ai le logiciel vide. Et donc, je vais pouvoir importer des choses, même avant de faire une nouvelle composition. La composition étant l'élément de travail vraiment dans After. Je peux importer des éléments et ensuite faire une composition et travailler dessus. Donc, ce qui est important, c'est de faire un dossier. Donc voilà, moi j'ai fait un dossier ATP After Effects. Je vous conseille vraiment de faire un dossier. Et dans ce dossier, donc vous allez voir, moi j'ai mis des éléments. Donc je vais vous demander tout à l'heure pour l'exercice vous-même d'aller chercher des éléments pour pouvoir bidouiller, parce qu'il faut bien qu'on importe des choses pour pouvoir travailler dessus. Et donc l'idée c'est de vraiment avoir des dossiers et des éléments dans le
le dossier parent et on va enregistrer After ici dedans parce que ce qu'on va importer dans After, ça va être des liens, ça va pas être des choses en dur comme on peut faire dans Photoshop. Mais bon voilà, c'est comme en montage, ça va être des liens, donc il faut vraiment que After retrouve ces liens. Et si vous les mettez sur votre bureau, si vous les mettez n'importe où, sans les copier, et que vous les renommez après coup, vous les bougez, ben After ne va pas les retrouver. Donc ça, c'est la base dans After, c'est d'être organisé. Vraiment, l'organisation, c'est la première des choses. Je vais l'écrire en grand. L'organisation, c'est vraiment ce qu'il faut faire en premier. Il faut vraiment être organisé et vraiment tout copier dans votre dossier. Donc voilà, si j'avais un peu de son, par exemple, parce que je voudrais faire parler mes personnages en animation, donc parfois on met du son pour les voix, etc. Donc je ferai un dossier son, etc. Il faut vraiment que tout ce que je vais utiliser dans After soit voilà, dans mon dossier parent. Donc là, j'ai importé des éléments. En fait, comme là, l'idée, c'est de manipuler After, je vais vous faire des choses qui sont pas forcément ce qu'on fait pas sur After, dans le sens où quand on utilise After Effects, on sait déjà ce qu'on veut, on a un plan, on veut tel effet, etc. Donc on sait, on va pas bidouiller, on va tout de suite importer les choses sans trop chercher. Là, moi, comme ce qui m'intéresse, c'est que vous bidouillez dans After et vous compreniez comment ça marche. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire créer des choses dans After à partir d'éléments que vous allez prendre en photo ou scanner, etc. Moi, j'ai scanné des tissus, j'ai scanné des papiers. Voilà, j'ai des plans aussi un peu abstraits, etc. Parce que vous allez voir, je vais vous faire importer des choses et avec ces choses-là, on va créer un décor de toute pièce. Donc ça va vous permettre de manipuler les paramètres, manipuler les effets, manipuler le masque, etc. Donc ça va être, on va dire, un peu plus orienté animation, mais c'est surtout pour pouvoir vous faire manipuler et créer des choses. Et ensuite, l'idée, c'est que dans une deuxième partie du cours, donc lundi, mardi, mercredi, on fait tout ce qui est cette espèce d'exercice de décor, de manipulation, où au fur et à mesure, je vais vous montrer des choses sur After. Et l'idée, c'est que en deuxième partie, jeudi ou même à me rendre la semaine suivante, vous puissiez, vous, avec ce que vous avez vu, peut-être manipuler un rush ou quelque chose que vous avez fait en cours, là, en exercice, ou que vous puissiez utiliser After vraiment concrètement sur un projet que vous faites. Donc là, on aura une première partie d'exercice un peu je manipule le bac à sable et ensuite essayer de faire quelque chose de plus concret pour vous. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer le dossier d'éléments. Hop, sur mon bureau. Voilà. Donc il suffit de faire fichier importer. Hein. Là, dans Adobe, c'est assez simple. J'importe tout le dossier. Donc il a des sous-dossiers, donc tout va être bien organisé. Je vais tout avoir ici. Voilà, et donc si j'ouvre les petites flèches, voilà, sur Adobe, ils adorent les petites flèches. Voilà, si j'ouvre les petites flèches et que je clique sur mes éléments. Donc oui, dans After, j'ai importé mes éléments. Donc bon, alors voilà, moi j'ai importé des JPEG et j'ai bien sûr aussi importé des plans. D'ailleurs là, ils sont pas en paramètre HD, c'est du HDTV, je vais vous réexpliquer un peu tout ça. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on importe un élément dans After, ils nous disent les paramètres. Donc là, j'ai effectivement des images que j'avais scannées en très bonne définition, donc qui sont en très haute définition. Au contraire, j'ai des plans qui, eux, sont HDTV, donc ont une définition moins bonne que la Full HD actuelle, qui est 1920 sur 1080. Donc là, je vais faire un petit topo... je vais revoir un petit peu avec vous. On va aller dans les nouvelles compositions. Donc là, si je fais... je vais faire une nouvelle composition en HD. Voilà. Donc les compositions, ce sont les espaces de travail dans After. Je vais faire une composition en Full HD parce que ma sortie vidéo, je veux qu'elle soit en Full HD. Mais en fait, je vais pouvoir, dans cette composition-là, importer justement des choses en 4000, des choses en 8000, plein de choses différentes. Et recadrer d'autres choses, etc. Donc c'est assez libre, on peut mettre ce qu'on veut en fait dans les paramètres. Donc effectivement, le format... hop, sur 1080. Voilà, le format Full HD actuel, c'est 1920 sur 1080 en 25 images secondes. Et alors, vous pouvez voir qu'effectivement, on a, comme dans tous les logiciels de compo et de montage, on a énormément de paramètres et de choses qui existent. Alors, faites attention parce que
souvent vous maîtrisez pas cette partie-là et ça crée toujours des bugs. Vous filmez, mais la plupart du temps, quand je demande aux étudiants c'est en quel format, ils savent pas. C'est quand même dommage. Et quand vous filmez quelque chose, il faut savoir en quoi vous filmez. Si vous avez fait des super images et qu'elles sont en DVPAL, après pourquoi pas, on peut choisir de faire encore du DVPAL, du format carré, de la basse définition, pourquoi pas, mais il faut que ça soit choisi. Ça veut dire qu'il faut que vous vous dites, oui, ok, je suis en train de tourner en DVPAL, c'est du 720 sur 576, je suis en format carré, etc. Ça implique en fait à chaque fois quand vous faites des images et que vous filmez, il faut connaître la technique pour pouvoir ensuite manipuler la technique. Et comme After, on manipule les images, il faut vraiment que vous sachiez voilà, vos rushs, etc., en quoi c'est et qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Donc voilà, là actuellement, le format le plus utilisé, c'est le Full HD. Bien sûr, il y a du 2K et du 4K, mais vous êtes très peu nombreux à pouvoir tourner en 4K, monter en 4K et exporter en 4K, parce que ça demande des grosses bécanes. Si vous faites déjà un film de qualité avec très peu de compression, etc., du bon rush en Full HD 1901 sur 1080, c'est déjà très bien. Mais vous pouvez bien sûr filmer en 4K et vous servir du 4K qui va être du 4000 pixels pour pouvoir recadrer dedans, faire des effets, etc. Mais c'est vrai que actuellement on parle beaucoup du 4K, mais pour l'instant c'est très compliqué de voir, d'avoir une chaîne de fabrication complète, surtout en étant étudiant en 4K. Et d'ailleurs, parmi vous, je pense que même parmi mes étudiants, souvent je demande, il y en a très peu qui ont déjà vu un film tourné en 4K, sur support 4K, Blu-ray, et sur un écran 4K. C'est-à-dire avec toute une chaîne 4K. Et d'ailleurs, souvent, quand on voit un film 4K la première fois, ça fait toujours un effet bizarre parce qu'il y a une espèce d'hyper-réalité. On a l'impression que c'est comme un sitcom tourné dans notre salon parce que c'est très très précis. Donc ça fait une impression étrange, quoi. L'œil n'est pas habitué encore à la 4K, quoi. Donc nous, on va rester sur du Full HD. Et donc c'est important. Nous, on est en 25 images secondes en Europe parce qu'on fait, voilà, on fait de la vidéo. C'est du 25 images secondes. Et ça, c'est parce que avant, quand on faisait, voilà, la vidéo, c'était pour la télévision. Et ce qui existait avant le numérique, le système télévisé, c'était on envoyait une trame sur deux pour pouvoir faire en sorte que l'image se reconstruise. Et en France, en Europe, on est à 50 Hertz au niveau de l'électricité. Donc techniquement, en fait, physiquement, il fallait qu'il y ait 25 images secondes pour que la télé marche. Enfin, on s'est pas dit que 25 c'était la cadence idéale pour. Non, c'est vraiment des choses physiques. Et au Japon et aux États-Unis, ils sont en 30 images secondes parce que là-bas, c'est du 60 Hertz au niveau de l'électricité. Voilà, c'est un peu bête, mais on a créé, voilà, ça existe, il y a une raison. Et une fois qu'on a déterminé que c'était du 25 images secondes pour la vidéo, on est resté dessus. Maintenant, on peut faire du 50, du 60 images secondes pour certaines caméras, ce qui est assez pratique pour des beaux ralentis, etc. Mais le 25 images secondes, ça marche très bien et c'est un base. Enfin, voilà, on a déterminé que le HD, c'était comme ça. C'est comme le A4, c'est 21 sur 29,7. Il doit y avoir une raison. Mais voilà, une fois qu'on a déterminé des choses qui étaient, on y retourne, voilà. C'est comme ça. On pourrait mettre 32 images secondes. Bon. Là, on est sur du 25 pour la vidéo, parce que nous, on va faire des films qui vont être destinés à l'ordinateur et la télé. Si on faisait un film cinéma, c'est 24 images secondes. Les films cinéma, c'est pour les sorties salles. Voilà, et donc c'est du 24, parce que pareil, les projecteurs, à l'époque, bon, c'était les mêmes soucis. Quoi qu'il arrive, je conseille toujours de faire du 25 images, parce que c'est plus facile de passer du 25 au 24 que du 24 au 25. Il faut mieux avoir une image de plus qu'une image de moins pour la musique et pour tout ça. Donc, mettez-vous bien en 25 images, 1901 sur 1080, pixels carrés, faites attention. Parce que là, en fait, on a plein de sortes de pixels différents qui correspondent à ce on pouvait tourner avant sur cassette, sur digital, etc. Voilà, quand on était sur la télé, les petits grains de la télé, ils étaient un peu rectangulaires, donc en numérisant, ça fait du 1,09. Il y a des choses comme ça. Voilà, nous, bon, on est en numérique, c'est du pixel carré. Après, c'est vrai que certaines fois, vous avez des vidéos, enfin des caméras qui ont leur propre, qui ont inventé leur propre truc. Souvent, c'est Sony. Sony, ils aiment bien décider qu'ils feront pas comme les autres et qu'ils ont un format à eux. Mais en général, vous êtes en numérique, le pixel, il est carré, quoi. C'est un carré. Donc, faites attention à ça, parce que si vous changez les pixels sans faire exprès, l'image sera déformée.
Donc voilà, c'est important de vraiment vérifier à chaque fois ces paramètres-là. Parce que très souvent, quand vous avez un souci, c'est parfois que la cadence est pas bonne ou que voilà, il y a des choses déjà à ce niveau-là qui sont pas bons. Donc je vais appeler ça compo final, puisque là, hop, voilà, et ça m'a créé ici une... j'ai ma timeline qui est apparue, pour l'instant il n'y a rien dedans, j'ai rien mis dedans. Juste vérifier s'il n'y a pas de questions. C'est bon, ok, hop. Ok, donc là j'ai créé une composition. Et maintenant, je vais importer quelque chose dans la composition. Donc, je vais importer deux choses différentes. Quelque chose de plus grand et quelque chose de plus petit. Donc, forcément, voilà, si je mets mon JPEG je le glisse dans ma composition en bas. Ah. Donc là, vous voyez, il y a actualisation désactivée. C'est parce que j'ai ma maj, mon clavier, la majuscule qui est enfoncée. Il faut que je la déface. La maj enfoncée, ce truc bandeau rouge là, souvent les étudiants ils ont cette erreur là, donc c'est juste la maj qui est enfoncée. Et ça sert à quand on a énormément de choses dans After et qu'après le fait de voyager dans la timeline c'est très compliqué parce que tout charge à chaque fois. Le fait de verrouiller en fait le visualisateur, ça permet d'aller plus vite. Donc on en a besoin quand on est à haute échelle dans After Effects. Donc voilà, c'est juste la maj qui était enfoncée. Donc là, je vois effectivement, je dézoome un petit peu, que j'ai quelque chose de très grand. Et je vais pouvoir donc le manipuler et le recadrer dans mon image. Voilà, donc là, par exemple, j'enlève ici pour ne plus voir ça. Et je vous importe, là j'avais les plans qui étaient en 1280. Donc voilà, logiquement, le plan en 1280 sur 720 est plus petit. Donc c'est pas grave parce que de toute façon vous allez voir là l'idée c'est qu'on manipule les éléments, qu'on les découpe, on va faire en fait avec plein d'éléments différents un petit décor. Et donc pour après le cours et demain matin, je vais vous demander à tous de bidouiller et de recréer un petit décor. Ça sera le premier exercice pour pouvoir manipuler un peu les éléments dans After. Donc c'est pas grave, ça je vais découper, enfin je vais faire quelque chose avec, mais je vais pas pouvoir l'utiliser. Voilà, si je l'agrandis, parce que je vais vous montrer, on va pouvoir jouer maintenant sur les paramètres des éléments. Si je l'agrandis, il faut faire attention, ça va étirer les pixels, parce qu'effectivement, c'est du 1280 sur 720. Je peux mettre le plan à 110-120%, mais si j'étire trop, si j'agrandis trop, ça va étirer les pixels et on va avoir une mauvaise qualité. Donc faites vraiment attention à ça. Vos éléments, ils ont des pixels. Si vous les étirez... forcément on perd en résolution. Alors là, maintenant concrètement, comment on fait pour... voilà, je vais mettre ces deux éléments-là, on va déjà travailler sur ces deux éléments-là. On a des petites flèches, encore une fois, qu'on va ouvrir. Hop. Et là, ça c'est très important. Ici. Dans cet élément-là, dans tous les éléments qu'on importe dans After, on va avoir des paramètres de transformation de base qui sont le point d'ancrage, la position, l'échelle, la rotation et l'opacité. Donc là, comme on va commencer à travailler sur des éléments dans After, ce qu'il faut, je vais revenir vous voir. Hop, non, c'est pas là. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez tous au moins soit une image JPEG, soit un rush, soit quelque chose à importer dans After et à manipuler dans After. Donc, est-ce que tout le monde a quelque chose à After d'ouvert ? Et moi, j'ai importé beaucoup de choses, mais vous, il faut au moins juste quelque chose à importer et à mettre dans une composition et à manipuler. On va peut-être déjà voir où vous en êtes, prendre un peu de temps pour que tout le monde en soit là. Importer quelque chose dans After, faire une nouvelle composition avec les paramètres HD et mettre cet élément dans notre composition pour qu'on puisse voir un petit peu les paramètres. Est-ce que tout le monde est bon ? Est-ce que tout le monde en est là ? Qui j'ai perdu ? Voilà, donc c'est ça que l'idéal, c'est que si vous avez des rushs, si vous avez tourné des choses, ou si même parfois vous avez tourné des choses avec votre smartphone, parce que c'est pas mal de voir exactement quels sont les paramètres, parce que souvent vous filmez, maintenant on filme avec des smartphones avec plein de choses différentes, et les paramètres on les regarde pas forcément, donc c'est pas mal de voir est-ce qu'ils filment vraiment en HD, voilà, est-ce que les paramètres sont bons, est-ce que vous pouvez manipuler les choses dedans, donc voilà, n'hésitez pas à importer au moins un élément, hop, une nouvelle composition. Et ça sert à quoi le raccourci ? Eh ben, il faudrait que tu... dans le tuto After que j'ai fait, qui est plus sur l'animation, en fait, en animation, on a des suites d'images
on a des suites d'images et le fait d'utiliser le raccourci, ça permet de facilement compiler toutes les images bout à bout et d'en faire une composition. Donc voilà, ça sert à des choses un peu précises, comme voilà, comme le fait de compiler des suites d'images bout à bout. Voilà. J'ai tout mis dans le tuto. Dans le tuto After, donc là je vous avais donné le lien de 2 tutos Premiere, des bases de Premiere, et un tuto After qui est vraiment sur cette question de j'ai une suite d'images que j'ai fait avec un logiciel d'animation et je veux le compiler, comment je fais? Parce que voilà, très souvent mes étudiants ont ce souci. Donc plus d'animation, mais ça peut peut-être vous intéresser aussi. Et c'est vrai que le raccourci de prendre... voilà, là c'est pas une animation, mais bon, je peux quand même vous le montrer, par exemple. Je vais aller chercher un... Alors, animation. Là, par exemple, j'avais filmé une cheminée. Je dois avoir des suites d'images de feu qui traînent. Plan. Oui, bah voilà. Par exemple, si là, je vais copier ça dans mon fichier, dans mon dossier. Ok, hop. Si j'importe ce plan-là, TP, hop. Si j'importe ce dossier-là, j'ai ma suite d'images et si je sélectionne toutes les images et que je les glisse dans le paramètre de nouvelle composition, il m'ouvre en fait une fenêtre qui me demande plusieurs choses. Combien durent les images, est-ce que je les mets ou pas bout à bout. Hop, et ce qui fait que très facilement, voilà, ça va me faire une composition avec toutes les images mis bout à bout. Parce que vous allez voir, en fait, par défaut, After, il met les images les unes sur les autres, puisque ça permet d'assembler les images entre elles. Donc quand on fait de l'animation, ça nous intéresse d'avoir un raccourci comme ça, avec les images toutes bout à bout, qui nous fait une anime. Et effectivement, là, du coup, la composition, elle a gardé les paramètres des photos, qui est 2048 sur 1360. Ce qui fait que cette composition-là, je peux la mettre dans une autre composition. Voilà, et elle est un peu plus grande. Donc là, ce que j'ai fait, le fait de mettre des compositions dans les compositions, ça, c'est un des secrets d'After. Enfin, voilà, déjà, si vous comprenez ça, mais ça, je vais vous le réexpliquer, bien sûr. Mais le fait de pouvoir faire des compositions, ça veut dire des ensembles de choses et les intégrer dans d'autres ensembles de choses, c'est ce qui permet sur After de mettre des effets sur un ensemble, de pouvoir... Enfin, c'est la force du logiciel, quoi. Et donc, c'est pour ça, là, nous, on commence doucement. Mais petit à petit, vous allez voir, on va faire plusieurs compositions, on va complexifier. Mais bon, alors déjà, est-ce que tout le monde en est à avoir un élément? Je vérifie là. Est-ce que tout le monde a un élément dans une composition qu'on puisse bidouiller un peu les paramètres? Bon. Plus ou moins bien. Ok, ça devrait le faire. Alors, du coup, je vais vous montrer en fait ce qu'on peut faire sur les paramètres. Et ensuite, je vais laisser peut-être une petite pause pour que tout le monde... Alors voilà, j'ai mes flammes et j'ai 2 éléments différents. Donc, je peux ouvrir, ces 2 éléments ont les mêmes paramètres. C'est vraiment les paramètres de base. Et donc, on va les voir ensemble. Alors, je vais vous parler du point d'ancrage après. En fait, le point d'ancrage, c'est ce point-là. C'est le point à partir duquel, l'origine à partir duquel tous les autres paramètres vont se faire. Et par défaut, le point d'ancrage est au milieu de l'élément. Donc en fait, j'ai la position. Alors vous pouvez bien sûr prendre... Alors, il faudrait que je ajuster. Je vais vous mettre ça en un peu plus grand. Voilà. Vous pouvez bien sûr prendre l'élément et le déplacer avec la souris. Mais je vous déconseille de le faire parce que là, on n'en a que 2, donc c'est facile. Sauf que vous allez voir sur After, on se retrouve avec des compositions rapidement surchargées. Et vous pouvez plus prendre un élément et le bouger. En tout cas, par exemple, si je veux reprendre... Ah bien, j'ai fait l'erreur que tout le monde fait, c'est bien. J'ai double-cliqué sur un élément ici et ça m'a ouvert le calque. Donc ça, c'est très bien parce que c'est la première erreur souvent en ATP, After, tout le monde m'appelle pour ça. En fait, si vous double-cliquez sur un élément sur la timeline ou dans le visualisateur, il peut ouvrir cet élément et donc on n'est plus dans la composition, en fait, l'onglet de composition
en haut la composition finale, on est juste dans le calque. Donc ça veut dire que là, si je bouge sur ma timeline ou si je fais des choses, eh ben, on les voit pas à l'écran. Donc si dès que vous voyez qu'il y a cette espèce de petit truc là qui apparaît avec les frames ici comme ça, vérifiez bien, souvent c'est que vous avez ouvert le calque et que vous n'êtes plus dans la composition de travail. Donc en tout cas, pour revenir aux paramètres, pour la position, je vous conseille en fait de bouger, soit de rentrer carrément les paramètres ici directement avec les pixels, soit de bouger vraiment l'horizontal et le vertical directement dans la timeline et pas à la main. C'est plus simple. Donc voilà, c'est pareil, hein, si je bouge l'autre, voilà. On a l'échelle, donc là l'échelle, c'est le fait d'agrandir ou pas. Donc là c'est ce que je disais, là j'étais à 100%. Vous pouvez aller jusqu'à 115% sans que ça soit trop destructif, mais effectivement là si j'étire, il y a un moment donné on va perdre de la résolution. Bon, là c'est pas forcément flagrant, mais bon, généralement on évite de dépasser 115% pour les éléments, quoi. On va laisser à 100%. On a la rotation, voilà. La rotation, je remets à 0. Et l'opacité. Donc l'opacité qui va jouer sur l'opacité de l'élément par-dessus l'autre. Voilà, et donc tout ça, ça se fait à partir d'un point d'ancrage. Donc là, vous avez bien vu, hein, ma rotation, tout ça se fait à partir du milieu. Parfois, pour certaines animations ou certaines choses, on ne veut pas que ça soit au milieu, on veut que ça soit ailleurs. Et donc, on peut déplacer le point d'ancrage, mais il y a un outil spécial. On ne peut pas prendre... Enfin, c'est pas avec la flèche qu'on le fait. On le fait avec l'outil de déplacement arrière. Alors, c'est Y le raccourci, l'outil de déplacement arrière. Donc, qui sert aussi d'ailleurs pour les caméras 3D, quand on fait des caméras sur... Bon, ça c'est un peu complexe, on le voit pas en ATP, ça, les caméras 3D. Mais il sert à des choses très spécifiques et il sert à déplacer le point d'ancrage. Et ça oblige justement à prendre cet outil-là pour déplacer le point d'ancrage, parce que déplacer le point d'ancrage, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, si je déplace le point d'ancrage ici, hop, je reprends la flèche de sélection habituelle. Et que bah, voilà, je fais la rotation. Voilà, ma rotation, elle se fait à partir de ce nouveau point d'ancrage, ou même l'échelle, etc., va se faire à partir de ce point-là. Donc, c'est pas anodin. Donc, il faut vraiment faire attention quand on le déplace. Je reviens en arrière. C'est cet outil-là, essentiellement, qui permet de le faire. Et on le fait vraiment sur des choses spécifiques. Donc, voilà. Donc, on peut déplacer. Donc, ça veut dire que là, par exemple, je vais... Hop, déplacer. Alors bon, là, quand je zoome et que je dézoome, c'est la molette de ma souris, hein, voilà. Mais vous pouvez aussi, ici, quand je zoome, vous voyez, ça change les pourcentages. Vous pouvez aussi passer par là. Vous pouvez ajuster à votre écran, voilà. Donc là, je dézoome. Par exemple, je veux avoir hop, la feuille en entier. Voilà, ok. Ok, donc j'ai ces deux éléments-là. J'ai changé les paramètres. Ok. Maintenant, alors parce que je vais quand même je vais vous montrer un peu d'autres choses pour que vous puissiez avancer. Donc là, on a vu les paramètres, on a vu l'importation, on a créé une composition, on a regardé un peu les paramètres de base. Maintenant, je vais vous montrer deux autres choses et ensuite on fera un... on laissera peut-être une demi-heure de pause pour vous bidouiller, puis je me reconnecterai après. Maintenant, je vais vous montrer, on a des modes de fusion. Alors, les modes de fusion, parfois vous les avez pas. Enfin, c'est-à-dire qu'ici, dans la timeline, si je fais clic droit là, j'ai plusieurs colonnes. Et je peux avoir mode de fusion, parents et liens, etc. Moi, je me sers souvent des modes de fusion que je l'avais déjà ici. C'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir directement les modes de fusion dans la timeline. Sinon, il faut faire clic droit sur l'élément, mode de fusion, et ils sont ici. Donc en fait, vous allez voir, si on fait clic droit sur les éléments, on a plein de choses. Hein. Ici, là, hop, hop, hop. Énormément de choses qui apparaissent. Voilà, parce que After est une usine à gaz, encore une fois. Les modes de fusion, c'est la façon dont les éléments vont avoir de se superposer les uns sur les autres. C'est ce qu'on a aussi dans Photoshop. Et je peux avoir produit, lumière vive. Voilà, par exemple, on va garder celui-là, parce qu'il fait un effet étrange. Donc voilà, je peux avoir des modes de fusion. Et par exemple, on va faire un soleil. Alors, je vais commencer par
Je vais avancer un peu sur le décor. Par exemple, je me dis, ah, c'est des flammes, c'est pas mal. Pourquoi pas faire un... Ou alors, je vais découper ça et je vais faire un arbre. Bon, on va voir. Bon, alors, je veux découper quelque chose dans, dans ma vidéo. Et donc là, pour ça, je vais faire un masque. Donc ça, c'est assez important, en tout cas quand... voilà, là je vous fais bidouiller, mais si vous voulez faire un effet localisé ensuite sur une vidéo, vous allez voir que délimiter une zone d'effet, c'est faire un masque en fait. Donc les masques, ça va nous permettre ensuite sur vos vidéos de pouvoir délimiter des zones, etc. Donc nous, on va couper dans cette vidéo. Donc ça veut dire que c'est possible, on peut couper dans la vidéo. Donc on peut aussi du coup détourer des vidéos, faire des clés, etc. Les clés, on voit ça demain. Donc là, je prends la plume. Donc soit je peux faire des masques où il y a déjà les... il y a déjà les formes, quoi, l'outil ellipse, l'outil rectangle, etc. Soit je peux moi-même délimiter avec l'outil plume quelque chose. Donc je le fais une première fois, puis je vais vous montrer. Hop. Par exemple. Pouloum, voilà. Et j'ai fait un masque, et automatiquement, dans ma timeline, c'est apparu ici. Donc ça veut dire que dès que je crée quelque chose dans After, il y a des choses qui apparaissent dans la timeline et qu'on peut paramétrer. On peut tout paramétrer. Alors, ah, je crois qu'il y a des questions. J'ai été vite? Non, ça va. J'ai des questions. Ah, c'est bon, oui, super. Ok. Dans le général. Ok, c'est bon, on a des gens qui sont arrivés. Donc, j'ai découpé avec la plume, le masque est apparu et j'ai des paramètres de masque. Et donc, dans les paramètres de masque, j'ai le tracé du masque. Bon, bah, je peux à tout moment changer le tracé de mon masque. Ici. Voilà, donc ça veut dire aussi que quand on aura des clés, là pour l'instant, on met pas de clé. On ne dit pas à After de retenir qu'à un moment donné, c'est tel paramètre et on change le paramètre et ça s'anime. Là, on est vraiment sur la création d'un décor et après, on va voir un peu plus tard comment ça peut bouger. Mais donc là, je peux effectivement changer mon masque. J'ai les contours du masque, donc ça c'est bien pratique, ça permet d'avoir des contours progressifs. Donc peut-être de pouvoir en faire en sorte que ça se mélange plus facilement. Puis là par exemple c'est pas beau là, une espèce de trait, donc hop, on va peut-être mettre un peu de contour progressif. Voilà. Pourquoi pas. Bon, on a contour progressif, on a l'opacité du masque, donc ça rejoint un peu l'opacité qu'on a vu plus bas. Et on a l'expansion du masque, ça veut dire qu'à partir en fait de la forme que j'ai fait, je peux expandre plus ou moins en fait le masque. Alors voilà, et par exemple, je sais pas, je vais me dire que je vais faire un arbre. Je sais rien. Bon, ça fait plutôt feuillage que tronc, mais c'est pas grave, hein, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Là, ce qu'il y a derrière, donc là, pendant 2-3 minutes, je vais importer des trucs et découper dedans et vous montrer un peu effectivement ce qu'on peut faire. Là, par exemple, je vais découper des montagnes. Donc à chaque fois, hein, j'ai bien sélectionné l'élément, hein, j'ai pas fait dans le vide. Voilà, donc ça vous permet de montrer aussi que là, effectivement, derrière, pour l'instant, je n'ai rien, hein, c'est la couche alpha, donc je vais remettre un fond derrière. Donc hop, je vais réimporter, voilà, je fais au hasard, hein, mais voilà, par exemple. Donc l'élément qui est en mode de fusion. Ok, l'élément qui est en mode de fusion, il se met en mode de fusion sur ce qui est en dessous. Donc à chaque fois, si je mets ça en dessous, on ne le voit plus. Si je le mets entre les deux, on va le voir que sur un seul... hop, voilà, par exemple. On va le voir que sur... voilà. Ça sera devant... Enfin voilà, ça c'est devant cet élément-là qui est devant cet élément-là. Et si je le remets devant, il apparaît sur les deux. Donc vraiment, dans la timeline, vous pouvez faire en sorte de bouger les choses. Et effectivement, avec les modes de fusion, ça donne différentes choses. Vous allez pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne. Là, l'exclusion sur le blanc, ça marche pas bien. Voilà. Bon. Ben, on va laisser, tiens, on va le mettre entre les deux. Bon, je sais pas, on va le laisser comme ça.
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre comme si c'était un arbre. Alors, du coup, je sais pas, on va aller voir dans le tissu que j'ai mis là-bas. Tissu en vrac, qu'est-ce que j'ai? Bon, qu'importe, là c'est vraiment l'idée de manipuler. Hop, on va découper une forme. Alors, si je reste appuyée sur ma plume, je peux faire des courbes de Bézier. Plutôt que faire juste des... Alors, les courbes de Bézier, c'est ce qui permet, effectivement, on va avoir des... Enfin, des... Voilà. Pas juste des droites, mais, hop, des choses où on va pouvoir revenir sur les courbes. Ah, bon, voilà, on va dire que c'est le bout de mon arbre. Hop, une petite rotation. Voilà. Ah. Juste... Hop, alors attendez, je regarde. Ah oui, bah ça c'est... Alors est-ce que tout le monde voit? Oui, normalement tout le monde voit. Alors ça arrive. Hop, très bien. Une erreur, c'est bien de faire des erreurs. C'est un calque de forme. Ça arrive quand tu fais un masque sans sélectionner l'élément sur lequel tu veux faire le masque. Donc il fait le masque dans le vide et en fait il crée une pure forme vectorielle qui peut être animée. Hein. Un calque de forme, ça permet de faire du motion design, ça permet de faire des pures formes qu'on va pouvoir animer ensuite, où il y aura des paramètres dessus, etc. Donc ça, calque de forme, on verra ça plutôt mercredi, un peu plus tard, parce que vous n'en avez souvent pas trop besoin en cinéma. Mais ça, c'est juste quand vous faites un masque dans du vide, ça fait un calque de forme, ça fait pas un masque. Il faut vraiment sélectionner le PNG ou la vidéo pour vraiment découper dedans. Donc effectivement, si vous avez ça, si vous avez un calque de forme, c'est que vous n'avez pas bien sélectionné l'élément. Hop. Voilà, bon, je sais pas, je regarde un peu les... Ouh. C'est pas mal, c'est assez joli ça. Mais bon, la première étape, c'est vraiment de construire en fait un décor avec... je vous conseille de prendre en photo... Enfin, soit vous prenez votre smartphone et vous prenez plein de tissus, de chaises, enfin des espèces de matières en photo dans lesquelles vous allez pouvoir découper, parce que ça donne toujours des trucs assez originaux. Soit vous regardez ce que vous avez pu filmer, dans lequel vous pouvez découper des rushs, etc. Il faut avoir en fait plein d'éléments et dans lequel vous allez pouvoir en fait de toutes pièces créer un décor. Enfin vous amuser. L'idée c'est aussi de s'amuser un peu en apprenant parce que After c'est un peu ça peut faire peur. Donc là j'ai commencé à faire une forme de plan. Enfin bon, j'ai commencé à faire quelque chose et j'ai perdu. Super, merci. J'ai perdu le masque et donc effectivement maintenant si je continue ça m'en crée un nouveau. Là il y a écrit masque 2. Ça m'en crée un nouveau et du coup je vais pas réussir à finir le premier et ça crée des problèmes. Et très souvent vous avez des masques dans des masques, enfin bon voilà, les masques ça peut être, vous en mêlez dedans. Donc non, je ne veux pas faire de masque 2, donc je le supprime. Et en fait il faut que je resélectionne le tracé du masque. Et alors c'est un peu compliqué, je prends la flèche de sélection, je sélectionne bien le point ici. Merci de me dire que vous êtes là. C'est bien. Donc là, il faut vraiment que je sélectionne le dernier point et ensuite que je reprenne ma flèche, hop, pour le continuer, pour finir en fait le masque. Voilà. Et auquel cas, j'ai bien le masque. Donc il faut vraiment resélectionner le masque, prendre la flèche pour resélectionner le dernier point et reprendre ensuite la plume pour finir le masque. Donc ça, c'est un petit peu technique. Il ne faut pas perdre le masque. C'est vrai que si vous avez cliqué sur autre chose et que vous avez perdu votre tracé, le masque, il ne découpe que si on finit en fait la forme. Si elle n'est pas finie, ça fait juste un tracé. Un tracé d'ailleurs qui peut servir aussi pour tout ce qui est police de caractère, etc. Donc c'est pareil, les polices de caractère, je pense qu'on verra ça plutôt mercredi. Je vais me le renoter. Hop, ça pour tout ce qui est titrage, After, c'est très bien. Mais voilà, les chemins, on peut faire suivre un chemin à une police, etc. Mais un masque, il faut que ce soit fermé. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez dans le seul masque. Donc là, j'ai avancé un petit peu pour pouvoir justement avoir des choses à manipuler. Ah oui, très bien aussi. Voilà. Quand j'ai fait mon masque dans un élément qui était grand et qui avait en fait le point d'ancrage au milieu. Ce qui fait que là maintenant, quand je change l'échelle,
ça me le change par rapport au milieu, ça me change par rapport à quelque chose qui n'est plus dans mon élément en fait. Alors, derrière le masque, il y a toujours mon élément qui est grand, mais n'empêche que maintenant que j'ai découpé cet élément-là, ça serait bien que le point d'ancrage il soit là, parce que c'est un peu bizarre qu'il soit en dehors de ce que j'ai créé. Donc là, c'est une bonne raison pour pouvoir prendre l'outil de déplacement arrière, et hop, et par exemple, mettre mon point d'ancrage ici, ce qui va me permettre vraiment de manipuler les rotations, etc. beaucoup plus facilement, peut-être faire des animations un peu après. Voilà. Je vais mettre ça. Hop. Dans mon décor. Voilà, bon. Je regarde un peu les modes de fusion. Alors, bon, les modes de fusion, en fait, il y a des rubriques. Ça veut dire qu'ici, vous avez les rubriques qui obscurcissent, qui ajoutent en faisant quelque chose de plus foncé. Ici, ça ajoute en prenant que le blanc. Donc, voilà, on va avoir quelque chose qui va être plus blanc. Et ici, on a les lumières. Donc, c'est comme si on mettait un filtre de couleur sur un projo, quoi. Enfin, vraiment comme si on avait des lumières. Donc, différentes façons de faire des lumières. Et ensuite, là, c'est les trucs un peu bizarres de différence, d'exclusion, du contraire en colorimétrie de ce qu'on a. Voilà. Donc là, je vais mettre en produit. On va voir ce que ça donne là, par exemple. Voilà, on va faire comme ça fait plusieurs couches, voilà, c'est joli. Donc, je commence à avoir pas mal d'éléments là dans ma timeline, et des éléments d'ailleurs qui sont pas très parlants. C'est-à-dire que là, 22.jpg, c'est pas super, il aurait fallu que mes éléments, je les renomme comme il faut. Donc là, bon, c'est un peu, voilà, je fais exprès des erreurs, parce que je pense que vous avez fait les mêmes erreurs aussi sûrement. C'est vrai que normalement, là, hop, dans mon dossier éléments, l'idéal, il aurait fallu renommer, c'était les tissus par exemple. Bref, les éléments que vous prenez, quand vous les mettez avant votre dossier, renommez-les, donnez-leur un nom qui soit parlant pour que ensuite dans After vous puissiez les reconnaître. Alors là maintenant, si je veux changer après coup le 22.jpg, vous allez voir, ça va créer une erreur. Il ne va pas le retrouver. Je vais quand même vous le montrer. Alors, 22.jpg. Alors, je sais pas comment on va l'appeler. Ondulé, je sais pas, tissu ondulé. Flèche ondulée. Hop. Bon, par exemple, qu'importe, je le renomme. Et théoriquement, After va me dire « Ah là là, qu'est-ce qui se passe ?» Je ne retrouve plus le 22.jpg. Parce qu'il ne retrouve pas. Là, lui, cet élément, il s'appelait 22.jpg. Là, il n'existe plus. Et donc, ça va me faire des magnifiques bugs. C'est assez joli, hein, mais bon. Voilà, ces magnifiques bugs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Enfin, quand il se passe ça, pas de panique, hein, il y a encore des choses à faire. Il suffit d'aller retrouver ce qu'il ne retrouve pas. Alors, c'était dans les tissus pour moi. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est... Il ne le retrouve pas, quoi. Hein, c'est déconnecté. Donc, on double-clique dessus et on lui montre où était... Enfin, il faut remplacer l'élément, en fait. Donc, soit vous l'avez déplacé, il s'appelle toujours 22.jpg et il y a juste à remontrer le nouveau dossier. Soit si vous avez renommé, il faut effectivement aller le chercher. Et c'est celui-ci. Donc hop, il le remplace et hop, il le remet à jour. Donc voilà, et il le remet à jour ici également. Donc, ça permet d'être un peu plus parlant. Les choses que j'ai pas, je vais le rajouter tout de suite, que je vais vous montrer et qui est bien pratique. Hop, parce que je vous ai mis un peu les... Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Éléments vus aujourd'hui. Hop, on va le mettre à jour. Je vais vous montrer également les parents. Parce que ça, c'est bien pratique aussi. Les parentés. Donc les parentés, là j'ai créé des arbres. Bon, a priori, si je veux bouger mon arbre, je vais vouloir bouger les deux éléments. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je cherche. Alors, c'était quoi? Parce que la numérisée 006, pareil, hein, c'est pas très parlant. Bon, ok, donc là, c'est ça. Ok, là, j'ai ça. Bon, alors, par exemple, peut-être que celui-ci, il est déplacé pour qu'ils soient ensemble. Et en fait, je peux parenter ces deux choses-là. Donc, les parentés, c'est bien quand il y a deux éléments. Parce que quand il y en a plusieurs, vous allez voir qu'on va créer des compositions. On va rassembler les éléments dans d'autres compositions. Mais là, quand j'ai juste deux éléments, il n'y a pas besoin de faire une composition juste pour deux éléments, je vais parenter. Alors,
ici j'ai parents et liens. Donc si vous l'avez pas, hein, il faut refaire clic droit et faire réapparaître la colonne. Parce que vous n'avez pas forcément de base la colonne qui apparaît là dans votre timeline. Donc il faut bien appuyer là, hop, colonne, parents et liens. Et donc je vais parenter. Donc soit je choisis ici directement à quoi je parente. Ça s'appelle plan 20. Mais là par exemple, comme j'en ai deux qui s'appellent plan 20 puisque j'ai dupliqué, on a le petit tourbillon là, hop, qui permet de lier. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je bouge le tronc, ça bouge tout. Ce qui est vachement pratique. Voilà. Donc pareil, je vais parenter celui-ci à celui-là. Comme ça c'est parenté ensemble. Et par exemple, si je voulais que la petite plante, elle reste toujours avec... pareil, je pourrais parenter ça à l'arbre. Quel cas, si je bouge... Alors, si je bouge le parent, ça va bouger tout. Par contre, normalement, si je bouge l'enfant, il bouge tout seul. Voilà, c'est la plante est parentée au tronc. Donc, si je bouge le tronc, la plante bouge avec. Si je bouge la plante, elle bougera toute seule. Il faudrait que ce soit le tronc qui soit parenté à la petite plante là pour que ça puisse bouger. Donc là, les parentés, c'est assez pratique quand vous commencez à avoir plusieurs éléments et des choses à changer en même temps. Voilà, donc je commence à avoir pas mal d'éléments. Alors j'en ai 8. Généralement, on dit qu'à partir de 10, ça commence à devenir illisible dans la composition et qu'il faut recréer des compositions. Alors moi, ce que je vous ai mis hop, ici, là dans l'exercice à faire, donc idéalement à m'envoyer d'ici midi demain pour que je puisse, avant 14h30, jeter un coup d'œil et vous faire des retours. C'est créer un décor avec au moins 3 plans distincts. Parce qu'en fait, si on sépare les plans, on va pouvoir faire passer des choses entre les plans, on va pouvoir effectivement après les faire défiler peut-être à des vitesses différentes, on va pouvoir jouer sur des flous aussi, on va pouvoir mettre des effets de flou sur certains plans, jouer sur la profondeur de champ, etc. Donc là, moi j'ai que 8 éléments, mais on peut quand même déjà déterminer. Par exemple, là on peut se dire que voilà, le sol et cette première arbre là, ça fait un premier plan. Donc après tout, j'ai mon sol. Alors ça non. Hop, ces deux choses là, ça va être après. Mais mon sol, la petite plante et le premier arbre, tout ça, ça serait un premier plan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une précomposition, c'est-à-dire que je vais sélectionner tous ces éléments-là et je vais faire clic droit précomposition. Ça veut dire que ça va mettre ces 4 éléments-là dans une composition à part, dans un autre ensemble en fait. Voilà, ça va les mettre ensemble dans un autre espace de travail. Donc je les sélectionne bien, je fais clic droit, précomposition, voilà. Et donc ça me demande de comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler premier plan. Hop. Je transfère les attributs. Donc ça, transférer les attributs, c'est parce qu'effectivement, là j'ai des modes de fusion, etc. Je veux qu'ils soient gardés, je veux qu'ils soient transférés dans l'autre composition. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai quelque chose qui s'appelle premier plan. Alors par contre, ça, il y a des modes de fusion que j'ai un peu perdus. Bon, on va voir ça. Parce qu'effectivement, là, je suis en mode... cette composition-là, en fait, elle est en mode normal. Et si, hop, voilà. Si je double-clique, donc si je double-clique dans premier plan, j'ai ici mes éléments. Donc, hop, je vais mettre, voilà, qui sont sur un transparent, qui n'ont pas de fond, là, qui sont sur une couche alpha. Donc c'est le petit quadrillé là pour pouvoir activer la couche alpha. C'est bien parce que ici c'est pas du noir, en fait c'est pas un fond noir, c'est la couche alpha. Donc si vous voulez vraiment un fond noir, il faudra créer un solide, ce qu'on va voir après, pour créer un fond. Mais bon, là on est sur la couche alpha. Voilà, et effectivement, ce qui se passe, alors bon, ça c'est... Il y a des choses un peu plus complexes ensuite pour garder les effets. Avant, on avait un effet parce que cet élément-là était en produit sur le fond de la composition finale ici. Et là, maintenant que c'est séparé, ça n'agit plus. Alors, on va voir ça, je pense, mardi ou mercredi, parce que c'est un peu complexe. On peut faire en sorte que des effets et des modes de fusion intercomposition s'additionnent. Mais bon, on va y aller petit à petit. Là, ce qui m'intéresse, c'est surtout que vous puissiez avoir des compositions dans des compositions avec des plans séparés, parce qu'après, on va voir justement les effets, et on va voir qu'on peut mettre un effet sur un élément et un effet sur
un ensemble d'éléments. Donc c'est ça qui est le plus important. Donc on va avoir nos 4 éléments ici. Et si je bouge, on va séparer, voilà, qu'importe. Si je bouge, on va le mettre plus, voilà, comme ça. Si je bouge un élément là, je reviens dans ma composition finale, ça se met à jour, c'est un briquet, ça se met à jour automatiquement. Comme c'est pas vraiment pratique hein, de visionner comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième visualisateur pour voir les deux. Alors, ça c'est un peu complexe, je vais peut-être le noter aussi ici. Hop. Donc, créer un deuxième visualisateur, ça c'est un peu la clé important. C'est un peu la clé pour après naviguer parce qu'on se retrouve avec plusieurs compositions différentes. Même vous, quand vous faites pas des choses aussi complexes, mais que vous avez un effet à mettre, vous avez souvent l'avant-après, enfin vous avez une composition où il y a l'effet et celle où il n'y a pas. C'est bien de comparer les deux et d'avoir deux visualisateurs. Donc pour ça, il faut dézoomer le plus loin possible. Enfin, il faut dézoomer pour faire un clic droit hors élément. Parce que là, vous avez vu, mon élément est tout grand. Il faut que je clique en dehors de l'élément. Et si je fais clic droit, nouveau visualisateur, hop, ça me permet d'avoir deux visualisateurs et donc de pouvoir voir mon premier plan et le plan final. Donc de voir, voilà, automatiquement, ça va se mettre à jour. Voilà, hop. Et c'est ce qui permet d'être bien pratique dans After. Voilà, donc on a un premier plan. Et je vais faire la même chose. Bon là j'aurai un plan moyen. Il faudrait que je vais mettre cet arbre là plus petit. Hop. On va le mettre avec les montagnes, celui-ci, puis on va mettre le fond là, séparé. Voilà, alors par exemple, je vais, hop, je vais dupliquer ça pour faire plusieurs arbres, pour avoir un plan moyen avec plusieurs éléments. Alors, hop, faut bien prendre. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, ça commence à faire beaucoup d'éléments. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait des... Si je veux tout déplacer, ça va être un peu compliqué. Je vais peut-être faire des modifications. Voilà. Juste rapidement pour faire des différences entre chaque. Bon voilà, ça crée des différences. Bon, hein. Donc on a ici cet ensemble d'arbres qui va être mon plan moyen. Bon, on va faire plan moyen, puis on va faire le fond, c'est les montagnes. Et voilà. Donc pareil, je fais clic droit, précomposition, plan moyen, deuxième plan plutôt. Deuxième plan. Ok, ah, ma majuscule. Donc là aussi, les modes de fusion ne sont pas forcément gardés. Donc ça, bon, va falloir voir comment on joue avec ça. Donc ça, c'est un peu... Ouais, c'est vrai que c'est un peu la complexité. C'est vrai qu'on a des modes de fusion entre les éléments ici. Entre eux. Donc là, comme il n'y a pas de fond, ils ne s'additionnent pas. Enfin voilà, du coup, ils n'ont pas de fond pour s'additionner. Donc ça, je vais essayer de vous montrer ça peut-être même dès demain assez rapidement. Il faut juste que je vérifie, parce que c'est un truc qu'on n'utilise pas forcément tout le temps. Il y a quelque chose à ajuster pour que les modes de fusion puissent s'additionner, être pris en compte sur les plans, les compositions d'avant. Peut-être ça, voilà. Bon, bah, tout simplement, je crois que je vous le remontrerai demain, mais voilà, bon, a priori, c'est ça. Le fait de valider les modes de fusion, c'est les petits effets, là, les petites étoiles. Donc on a le deuxième plan, et là on va faire un arrière-plan. Voilà. Tout ça pour vous montrer arrière-plan, voilà. Donc là, j'ai mes plans séparés. Voilà. Qui font des ensembles. Et tout ça pour pouvoir vous montrer que grâce à ça, on va pouvoir mettre des effets sur un ensemble d'éléments. Et ça, c'est ce qui est aussi très puissant sur After, ce sont les effets. Donc, par exemple, si tout simplement on veut que l'arrière-plan soit flou,
Donc pour mettre un effet sur... Alors qu'on peut mettre un effet sur n'importe quel élément, sur n'importe quelle vidéo, on fait clic droit, effet. Donc After étant une super usine à gaz, nous avons 36 000 catégories d'effets. Dans ces 36 000 catégories d'effets, alors là par exemple, j'avais dit que je voulais un flou. Alors, ça va être dans netteté. Voilà. Donc dans ces catégories, on a plein d'effets. Et dans ces effets, on va avoir plein de paramètres à manipuler. Je vais prendre un flou gaussien traditionnel. Donc je clique sur flou gaussien. L'effet s'ouvre en fait dans la fenêtre d'effet qui est à côté du projet. Donc c'est le petit onglet à côté du projet. Voilà. Et je peux mettre du flou. Voilà, donc je mets un petit peu de flou. Alors, je vais en mettre beaucoup pour que vous puissiez voir. Je vais en mettre moins. 15. Ok. Et donc là, c'est apparu dans mes effets, mais bien sûr, c'est apparu également dans mes éléments. Ici, effets, comme les masques apparaissaient, ici, les effets apparaissent, et ça veut dire que ces effets-là, je peux mettre des clés, je peux les changer. Donc je pourrais faire des changements d'optique ou de profondeur de champ, voilà, en mettant des clés, etc. Donc je peux à tout moment changer les effets, mettre des clés, les animer. Voilà, donc je peux le faire sur un ensemble de choses, mais je peux aussi, par exemple, choisir que... Alors, voilà, c'est un peu bizarre parce que j'ai le rendu final et ce que ça donne, mais par exemple, là, je voudrais que la couleur de celui-ci, on va peut-être mettre une autre mode d'écran, voilà. Je décide que là, je veux quelque chose qui soit un peu plus pétant, je veux du bleu, ou bon, bref, je veux changer la couleur de cet élément-là. Donc je vais aller dans un effet correction colorimétrique, donc on en a plein, comme sur Photoshop pour ceux qui connaissent. Je vais aller sur teinte saturation, c'est ceux qu'on voit le plus facilement. Voilà, je vais booster la saturation à fond, pour que ce soit visible, pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, donc on peut jouer comme ça sur pas mal de paramètres. Bon, là, ça fait quelque chose d'assez kitsch, mais c'est surtout pour vous montrer, hein. Je ne cherche pas à faire trop joli. Hop, je reviens dans ma composition finale, voilà. Et donc, par exemple, tout le premier plan, du coup, je pourrais aussi faire des corrections colorimétriques. Alors, il y a énormément d'effets. On a des déformations. Alors, je sais pas, j'essaie de vous trouver un truc qui serait un renflement. Alors, par exemple, je décide qu'ici, il y a un renflement. Alors, il y a beaucoup d'effets. Chacun ont beaucoup de paramètres et ils sont à manipuler... Alors, bon, renflement, par exemple. Là, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment un peu de tout et n'importe quoi. Voilà, je sais pas si je voulais faire un truc comme ça. Je peux modeler, en fait, les effets permettent de faire énormément de choses, donc il y en a vraiment plein. Là, ce qui va nous intéresser, surtout là au début pour le décor, c'est tout ce qui est correction colorimétrique pour changer les couleurs, et les nettetés pour tout ce qui sont les flous. Ensuite, effectivement, vous avez les déformations. Après, vous avez créer une forme à créer à l'aide de la plume. Ah oui, alors je vais te remontrer ça. Il y a les incrustations, alors ça je vais aussi le noter, c'est pour tout ce qui est fond vert et key light. Fond vert, ça fond vert je vous montrerai un peu plus tard. Alors hop, pour répondre à la question, si on a un masque, alors pour les masques je vais aller ici, voilà par exemple. Hop, si on veut modifier le masque, là par exemple ma forme elle est pas jolie, je sais pas, j'en veux faire autre chose. Il faut ouvrir le masque en entier, hein, voilà, toutes les petites flèches. Et aller dans le tracé du masque. Et là, alors, là, il faut prendre... Ouais, il faut réussir, en fait, à prendre le point, quoi. Parfois, c'est pas forcément très simple. Mais voilà, il faut aller dans le tracé du masque et prendre le point et pouvoir modifier. Alors, si on veut ajouter un point, il faut reprendre la plume et cliquer sur le tracé. Voilà, donc là, ça m'a ajouté un point. Hop, je reprends la flèche, je reprends le point. Voilà. Ça me permet de faire un point en plus. Hop. Hop. Par exemple. Voilà, donc le fait d'avoir une composition finale dans laquelle j'ai d'autres compositions, ça va permettre de mettre un effet sur l'ensemble, sur un ensemble de choses, tout simplement.
Donc voilà, c'est assez pratique. Et bah voilà, ça veut dire que sur l'ensemble d'une vidéo, vous pouvez changer les couleurs, les contrastes, etc. Donc on peut même sur l'ensemble, enfin je vais vous montrer après, on a des calques d'effets qui permettent de faire des zones d'effets. Mais ça c'est pour demain, c'est un peu compliqué. Donc demain on verra aussi les calques d'effets, etc. Là déjà, le fait d'avoir plusieurs éléments, de les mettre dans des compositions différentes, de comprendre un peu ce qui se passe, de mettre des effets, de bidouiller. Donc là, rien que le fait d'aller dans effets, regarder les catégories, de regarder quel effet vous pouvez mettre, voilà, c'est pas mal. Peut-être déjà, on va peut-être refaire rapidement un... Ça bouge toute la forme et je ne vais pas modifier un point unique. Alors oui, parce qu'il faut bien prendre le point. Alors n'hésite pas à zoomer, parce que oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément très simple. Hein. Hop, si je repars en place, c'est petit. Donc là, je veux modifier ça. Il faut vraiment zoomer. Alors, avec la barre espace, vous avez la petite main qui apparaît là. Ouais, la barre espace permet aussi de lire le... Donc ça s'est lancé là. Mais la barre espace permet aussi de manipuler là, par exemple, pour vraiment... je veux être sur cet élément-là. Voilà, et effectivement... Ah, arrête-toi. Hop, il faut vraiment prendre le masque, effectivement, le tracer Ah, il faut désélectionner, recliquer ailleurs, prendre le masque et essayer de prendre un seul point. Donc effectivement, de base, quand je sélectionne le masque, tout bouge. Voilà, donc c'est pas facile. Effectivement, il faut réussir à prendre qu'un seul point pour pouvoir le modifier. Voilà. Je vais peut-être quand même finir. La dernière chose qu'on doit voir aujourd'hui, en fait, ce sont les solides. Et après ça, en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour construire un décor, en tout cas faire la première partie de construction d'un décor et une manipulation. Donc je vais vous montrer les solides. Et ensuite, comme là vous êtes un peu en train d'avancer, justement si vous avez plein de questions, je vais vous répondre aux questions. Comme ça on aura tout vu. Donc là on a fait des précompositions, donc des comptes dans des comptes. On a vu les masques, on a vu les modes de fusion, les effets. Il nous reste les solides. Les solides, c'est quoi? C'est le fait de sortir une feuille de couleur dans After et de découper dedans. Voilà, on va pouvoir créer des choses complètement dans After sans avoir à les importer de l'extérieur. Donc pour ça, il faut que je sélectionne ma composition et que je fasse calque, nouveau, solide. Hop. Voilà, le CTRL Y. Donc nouveau solide. Donc c'est calque et on crée un nouveau solide. Donc vous avez vu, il y a d'autres choses qu'on peut créer. Tout ce qui est objet nul et calque d'effet, on le verra demain. Calque de forme peut-être mercredi. Et après, il y a des choses... Bon, le texte, on verra ça aussi mercredi. Il y a des choses qui sont faites vraiment pour la 3D dans After, mais ça, on verra pas. C'est assez particulier. C'est un des éléments qu'on peut faire dans After, mais bon, pour vous, ça n'a pas forcément d'intérêt. Pour ceux que ça intéresserait, je pourrais donner des petits trucs, mais ça complexifie encore plus After. Alors, donc je crée un nouveau solide. Mon solide, je le veux de quelle couleur? Rouge, rose, je sais pas, voilà, hop. Ok, ok, donc pouf, ça me fait une feuille. Enfin, bref, ça me remplit l'espace de couleurs. Et moi, et donc en fait, ça permet facilement de pouvoir découper des choses dans une couleur et de pouvoir faire des formes simples. Là, par exemple, je vais faire un soleil. Donc je vais prendre un rond. Voilà. Donc là, tant que je maintiens pas la mage enfoncée, donc là, je sais pas, j'ai pas la mage enfoncée, donc ça me fait des ellipses. Si je maintiens la mage enfoncée, ça me fait un rond, un bon rond. Voilà, pour faire des ronds, c'est la mage. Donc là, je fais un rond, hop, je décide de mettre du contour progressif, voilà. Comme ça. Hop. Ah, par contre, ouais, je suis dans la composition finale, ouais, c'est bien. Voilà, par exemple, en lumière crue. Voilà. Donc ça, ça permet facilement de faire des formes simples, etc. Et ça permet aussi facilement, par exemple là, de faire des lumières, des ombres. Là, j'ai quelque chose de rose. Si maintenant, je me dis, cette chose rose-là, elle va faire des reflets peut-être sur mon décor, je peux de nouveau créer un solide. Ok. Là, je vais décocher en fait, je vais faire des masques dessus pour que ça fasse des reflets roses sur mon décor, par exemple.
on peut en fait facilement modeler de la lumière ou ce qu'on fait sur Photoshop d'ailleurs quand on veut mettre des ombres, quand on veut mettre de la lumière, etc. On fait des nouveaux calques et on va rajouter des ombres en produit, de la lumière en mode de produit, etc. Donc là, si ensuite sur ce solide, je vais faire des grosses plages un peu vite fait pour vous montrer, hop, des espèces de reflets. Hop. Donc là, je fais plein de masques. Ah, j'ai perdu un masque. Top, top. Voilà. On va faire des masques un peu à l'arrache, c'est pour vous montrer. Donc au début, si on le paramètre pas, bon bah c'est pas Jojo, hein. Et ce qu'il faut faire après, c'est si, hop, je paramètre tout ça et que je mets en mode de fusion. Alors. Okay. Bon, je le fais vraiment rapidement et je le fasse un peu plus, mais voilà, et bon, j'y suis allée un peu violemment, mais c'est pour que vous puissiez voir que du coup, hop, je peux avoir des reflets lumineux dans mon décor de ce soleil rose. Bon, je fais un truc vraiment voyant hein, pour que ça soit bien compréhensible. Mais en fait, très facilement, ça permet de faire le compositing d'un plan. Ça veut dire de rajouter des ombres, des zones d'ombre, des zones de lumière, de peut-être, si vous êtes loupé un peu sur la photographie, faire en sorte de recontraster ou de faire quelque chose un peu plus joli sur une image. Voilà, bon là j'ai une image fixe, mais ça pourrait très bien être une image animée. Hop. Voilà, donc les solides, c'est vraiment, je crée de toutes pièces quelque chose de couleur et je vais pouvoir le mettre en mode de fusion, mettre des masques dedans, créer voilà, directement sans avoir à importer une feuille rose. Voilà, on peut créer des choses directement dans After Effects. Alors, l'utilité des calques. Lorsque l'on double... Ah oui, alors ça c'est quand on a... Très bonne question. Par exemple, je vais aller prendre un truc que j'ai modifié, parce que là j'ai fait un effet par exemple dans le deuxième plan. Hop, celui-ci. En fait, ça permet de voir l'élément, enfin, de voir l'élément tout seul. C'est-à-dire que là, en fait, là j'ai des éléments, j'en ai pas tant que ça, hein, mais très rapidement, on peut avoir beaucoup d'éléments hein, sur voilà, sur la timeline et d'être un peu perdu. Et le fait de double-cliquer là, c'est pour se souvenir, ok, c'est quoi cet élément, où j'en suis dans les transformations, les déformations. Et je peux aussi, du coup, comme j'ai isolé l'élément, là, à chaque fois que j'ai mis un FX, je peux décocher le FX. Hein. D'ailleurs, on le voit ici, ça m'a décoché le bleu. Donc je peux à tout moment enlever ou remettre le FX. Donc c'est ça qui est super dans After, mais qui est aussi en même temps terrible. C'est parce que dans After, il faut vraiment que vous sachiez ce que vous voulez faire. Donc là, forcément, je vous fais bidouiller, donc vous savez pas trop, vous cherchez comme ça, hop. Mais après, quand vous allez l'utiliser professionnellement, il faut savoir ce qu'on veut, parce que sinon c'est sans fin. Vous pouvez mettre 36 000 effets, les décocher, retravailler les clés, enfin vous pouvez passer des heures et des heures sans que ça soit fini, et c'est jamais fini en fait, parce que tout est manipulable, numérique, etc. Donc en fait le calque permet vraiment de voir que cet élément-là, et si on a mis des effets, de les décocher, de retravailler dessus, que cet élément-là et pas cet élément-là dans le décor ou entouré de tous les autres éléments qui pourraient parasiter en fait la vision de la chose quoi. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je vais juste, parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas enregistré. Donc ça, il faut absolument le faire. On va enregistrer sous, hein, faut pas l'oublier. Donc on va enregistrer sous, et je vais bien le mettre dans l'élément. Hop, décor.